1930-1939, prélude à la guerre. À la fin des années 1920, encore marqués par les atrocités de la Première Guerre mondiale, de nouveaux dictateurs apparaissent, faisant planer une lourde menace. La paix mondiale, tant en Europe qu'en Asie, est une fois de plus en danger. En Italie, tout débuta par une marche sur Rome, conduite par un activiste ambitieux. L'Italie était, à l'instar de nombreux autres pays, dans cette période d'après-guerre, en proie à des troubles politiques. Le chômage frappait de nombreuses couches de la population. Deux options se présentaient au peuple italien. Soit régler leurs problèmes d'une façon démocratique, soit laisser quelqu'un d'autre résoudre ces problèmes pour eux. Ils firent la tragique erreur de choisir la deuxième option. Ils placèrent leurs espoirs et le pouvoir dans les mains d'un seul homme. Les Italiens étaient persuadés qu'en soutenant Mussolini, ils allaient avoir un chef qui défendrait leurs intérêts. Mais en réalité, son but était tout autre, servir ses propres intérêts au mépris de ceux de son peuple. Il avait, dès le départ, prévu de les trahir. Il avait déjà suivi cette ligne avec ceux qui l'avaient soutenu au début. En effet, Mussolini avait tout mis en œuvre pour faire de l'Italie du Nord son fief. En août 1922, le gouvernement, devant faire face à une grève générale, n'eut aucune réaction de fermeté. Mussolini mobilisa aussitôt ses chemises brunes qui marchèrent sur Rome. Le roi Victor Emmanuel, craignant une guerre civile, chargea Mussolini de former un nouveau gouvernement. Mussolini réussit à museler rapidement toute opposition politique et s'appropria le pouvoir de façon dictatoriale.
En 1928, il était devenu indéboulonnable grâce à un parlement nommé et non plus élu et à un pouvoir aux mains du grand conseil fasciste. L'Allemagne, elle, vit apparaître un démagogue encore plus redoutable, Adolf Hitler. Tout comme Mussolini, celui-ci sut saisir l'opportunité que lui offrait le chaos de l'après-guerre. L'Allemagne était plongée dans la tourmente. La Première Guerre mondiale avait été une sévère leçon pour le peuple allemand qui se retrouvait dans une situation difficile. L'armée allemande et à travers elle, le peuple lui-même n'avait jamais accepté la défaite. Un vrai sentiment de revanche les animait tous deux. Hitler leur promit cette revanche. Les industriels prospères et puissants redoutaient de perdre et leur prospérité et leur puissance. Ils étaient prêts à soutenir quiconque saurait les leur conserver. Hitler s'engagea à leur garantir leurs prérogatives. Habilement, Hitler s'appuya sur ces revendications extrêmes pour combattre le centre et enterrer la jeune République allemande. De l'autre côté du globe, au Japon, la situation était en apparence différente. En apparence seulement. Ce n'était pas un homme seul, mais un groupe qui cherchait à imposer sa volonté en se masquant derrière l'empereur. Or, pour le peuple japonais, l'empereur est Dieu. En profitant de sa dévotion fanatique à l'empereur divin, il était facile d'annihiler toute réaction. En Italie, en Allemagne et au Japon, les peuples perdirent leur liberté et leur dignité. Ils abandonnèrent leurs droits en tant qu'individus et furent réduits à l'état d'éléments constituant d'une masse ou mieux d'un troupeau humain. Bien qu'éloignés les uns des autres, différents par leurs coutumes et leurs langues, le même poison finit par faire se ressembler ces trois pays. Un nouvel uniforme fit son apparition, celui des nouveaux maîtres. En Italie, ils portaient des chemises brunes. En Allemagne, les chemises étaient marrons. Au Japon, ils se cachaient derrière l'uniforme militaire, mais en réalité appartenaient à une puissante organisation secrète. Le symbole japonais était un dragon noir. Hitler et Mussolini avaient également les leurs, qui se voulaient signes de force et de conquête. En Allemagne, ce nouvel ordre fut baptisé national-socialisme ou nazisme et fascisme en Italie. Au Japon, il avait plusieurs noms. Nouvelle ère des Lumières, nouvel ordre pour l'Asie. Rien ne serait plus comme avant. Mais peu importe la façon dont ces peuples vivaient ce nouvel ordre pour le reste du monde, c'était simplement un impérialisme démodé. Et pourtant, Hitler, Mussolini et Hirohito allaient bouleverser l'histoire et plonger le monde dans un conflit global qui allait durer si longues années. Cessez de penser et suivez-moi, hurlait Hitler. Je ferai de vous les maîtres du monde. Et le peuple suivit. Cessez de penser et croyez en moi, harangua Mussolini, et je restaurerai la gloire disparue. Et le peuple suivit. Cessez de penser et suivez votre empereur divin, crièrent les seigneurs de la guerre japonais, et le Japon dominera le monde. Et le peuple suivit. Les trois systèmes étaient comparables, s'appuyant sur les corps constitutionnels qui leur conféraient le pouvoir. Le Reichstag à Berlin, la Chambre des députés à Rome, la Diète à Tokyo. Et les représentants élus se firent complices d'une organisation de ronds de cuir amorphes. Ils faisaient la claque au discours de leur chef. Chaque système tira un trait sur la liberté d'expression et la liberté de réunion. Chaque système se débarrassa de la presse libre et y substitua une presse contrôlée par le parti dominant. À travers leurs ministres de la propagande, chacun prit le contrôle des théâtres, du cinéma, de la radio, de toutes les activités culturelles.
Chaque organe d'information était contrôlé par les membres les plus importants du parti. Les trois firent disparaître les cours indépendantes et les jurys, y substituant des tribunaux et des juges issus du parti. Les syndicats furent également dissous. Achtung! Abteilung 6, 310 mit 13114 beim Kranbau. Danke. Helga! Lassen Sie weiterarbeiten. Weiterarbeiten! Et sous prétexte de patriotisme, ces systèmes totalitaires établirent un régime de travaux forcés. Ils firent appliquer leurs décrets par une police secrète omniprésente qui disposait du pouvoir de vie et de mort sur chaque individu. Et pour ceux qui croyaient encore en la liberté et le proclamaient, il y avait une réponse toute prête. Les plus grands intellectuels peuvent être réduits au silence avec une arme. Ceci est une traduction exacte des sinistres propos des chemises noires. Sage nur so viel, wenn ich das Wort Kultur höre, dann greife ich schon nach meinem Revolver. Quand j'entends quelqu'un prononcer le mot culture, la première chose que je fais est de sortir mon flingue. C'était la réponse aux opposants de cet ordre nouveau. La violente attaque japonaise en Mandchourie horrifia les démocraties occidentales qui étaient décidées à protéger le monde de la guerre. La Société des Nations envoya une délégation conduite par Lord Lytton et le général Frank McCoy en Mandchourie pour enquêter. En octobre 1932, la délégation publia son rapport. Nous avons découvert que l'occupation par le Japon d'une grande partie de la Chine n'est aucunement justifiée par un besoin d'autodéfense. La création d'un État autonome de Mandchourie a été approuvée et la souveraineté chinoise doit être maintenue. Juste après, la Société des Nations condamna le Japon comme pays agresseur. Excellence, Monsieur Matsuoka, délégué du Japon. I call on His Excellency, Monsieur Matsuoka, delegate of Japan. Il est de notoriété publique que la politique japonaise est fondamentalement inspirée par le désir profond de garantir la paix en Extrême-Orient et de contribuer au maintien de cette paix dans le monde entier. Le Japon estime qu'il lui est impossible d'accepter le rapport adopté par cette Assemblée. Find it impossible to accept the report adopted by the Assembly. Le délégué japonais, sachant qu'il n'y avait pas de puissance militaire derrière cette condamnation, sourit, s'empara de ses dossiers et sortit de l'Assemblée. Ce qui condamnait bien plus que la seule Mandchourie. La sûreté internationale était terminée. Le feu vert était donné aux agresseurs. Le reste des nations estimait pourtant que ces agresseurs devaient être stoppés et punis, mais aucun n'avait envie de faire les sacrifices nécessaires. Alors l'histoire pouvait s'écrire. Cet incident était le signe avant-coureur de ce qui allait arriver peu de temps après. Pour l'homme marchant dans la campagne ou dans les rues de Londres, ou assis à des terrasses des cafés parisiens, la guerre était une absurdité. Mais il y avait De Graï et son parti fasciste en Belgique, Larocque et les Croix de Feu en France, Heinlein en Tchécoslovaquie et les nazis en Autriche. La guerre était inévitable. Même en Angleterre, Sir Oswald Mosley se proposa au peuple, à la manière d'Hitler, mais avec l'accent d'Oxford. Ces hommes allaient s'efforcer de faciliter les visées d'Hitler et leurs organisations fascistes subversives provoquèrent des émeutes, amenant des scènes en France, comme celle-ci ou celle-là en Belgique. Même aux États-Unis, le fascisme avait ses partisans fervents. Cette mascarade impressionnante se déroule au Madison Square Garden de New York. Fritz Kuhn, chef du Bund germano-américain, se masquait derrière le drapeau étoilé, mais en fait, il recevait ses ordres de Berlin. Ses partisans usaient des mêmes méthodes que les nazis pour dissuader les contradicteurs.
En 1932, sans avertissement, les Japonais attaquèrent la ville chinoise de Shanghai. Ils rencontrèrent à Shanghai une résistance si acharnée qu'ils durent acheminer plus de 75 000 hommes pour s'en emparer. Cette résistance les incita à orienter leur campagne vers le nord. En 1933, ils prirent la province de Jeol en Mandchourie. Les Japonais lancèrent la seconde phase de leur plan Tinaka. Au préalable, ils devaient en finir avec la résistance. Mais une nation unie leur faisait face, conduite par le général Chiang Kai-shek, qui allait mener dans les années à venir un long et sanglant combat contre les Nippons. Au même moment, en Europe, l'Italie et l'Allemagne préparaient leur propre campagne d'agression. Au mépris des conditions sévères du traité de Versailles, leur puissance militaire se développait rapidement. Hitler, cependant, n'était pas encore prêt à frapper. Mais Mussolini l'était. Son peuple commençait à s'agiter. Le fascisme n'avait pas encore apporté le paradis terrestre qui leur avait été promis. Mussolini pensait que lancer une guerre à l'étranger pourrait permettre de détourner l'attention des troubles internes. Donc Mussolini se mit à la recherche d'une cible facile à frapper. L'Éthiopie allait être cette cible. Ce serait une opportunité idéale pour commencer à bâtir l'empire glorieux dont Mussolini rêvait. L'armée éthiopienne n'avait pas de mitrailleuses, pas de chars, pas d'aviation, pas même un seul vieux coucou. Pas un seul appareil pour faire face à une nation qui avait développé une nouvelle théorie de guerre aérienne totale. Un blitz qui allait balayer les villes, tuer des milliers de civils, hommes, femmes et enfants. En octobre 1935, suivant l'exemple japonais, un incident fut provoqué près de la petite forteresse de Wal-Wal, à la frontière entre l'Éthiopie et la Somalie italienne. L'armée italienne cria à l'agression. Refusant toute négociation, Mussolini déplaça une grande partie de son armée par le canal de Suez afin de déferler sur ce pays sans défense. L'empereur éthiopien Haïlé Sélassié se présenta devant l'Assemblée de la Société des Nations. J'ai combattu, attendant que mes anciens alliés arrivent, mais ils ne sont jamais venus, et je vous le dis sans amertume. Mais l'Occident va périr. Certains membres de la Société des Nations, à contre-cœur, cessèrent leurs relations commerciales avec l'Italie, mais refusèrent la seule chose qui pouvait stopper les agresseurs, la force. L'Éthiopie fut abandonnée à elle-même. Le peuple éthiopien, avec ses lances, fit face à main nue aux mitrailleuses et aux chars des envahisseurs. Ils combattirent avec courage pour sauver leur pays.
Inéluctablement, sans intervention étrangère, il ne pouvait y avoir qu'une seule issue. La puissance conquérante finit par triompher. L'Italie venait de s'emparer de l'Éthiopie. Les chefs des gouvernements occidentaux étaient maintenant avertis de ce qui les attendait. Sans aucune déclaration de guerre et sans aucun avertissement d'aucune sorte, des civils, des femmes et des enfants ont été massacrés par des bombardements aériens. Quelques mois seulement après la conquête de l'Abyssinie par Mussolini, l'attention se tourna vers l'Espagne où une guerre civile venait d'éclater. Nous sommes en juillet 1936. En 1923, le général Primo de Rivera avait établi une dictature dans le sillage de quelques gouvernements sans consistance. Son règne dura 7 ans et la crise de 1929 précipita sa fin. En 1931, un gouvernement de gauche arriva au pouvoir. Sa première cible fut la vieille monarchie espagnole. Le roi Alphonse fut contraint à l'exil et une république fut instaurée. Les gouvernements de droite et de gauche se succédèrent. Aux élections de 1936, les partis de gauche se réunirent en front populaire, battant de peu la droite, qui s'appuyait sur des phalanges extrémistes fondées par le fils de Primo de Rivera. Elles furent interdites, entraînant des émeutes dans la rue, opposant la gauche à la droite. De plus, le programme de réforme du Front populaire restait timide. Mais les grèves et des confiscations sauvages de terres annonçaient une prise de pouvoir imminente des communistes. Certains éléments de l'armée espagnole étaient particulièrement inquiets, persuadés que seule une révolte armée pouvait éliminer la menace communiste. C'était particulièrement le cas au Maroc espagnol où les troupes étaient engagées depuis des années contre les bandes rebelles indigènes. Le général Francisco Franco déclencha le début de la révolte le 17 juillet 1936. En métropole, des garnisons se soulevèrent aussi et le gouvernement répondit en appelant des volontaires pour défendre la République. Les révoltes militaires à Madrid et Barcelone furent rapidement écrasées. Mais la guerre civile se répandit dans tout le pays et avec elle son cortège d'atrocités, comme tous ces conflits en connaissent. Franco devait faire traverser à ses hommes le détroit de Gibraltar jusqu'à la métropole. Il demanda l'aide des Allemands. Avant la fin du mois de juillet, des avions de transport Junker, Ju-52, envoyés par Hitler, se posèrent au Maroc. Mussolini envoya aussi des avions. Bientôt, des troupes allemandes et italiennes furent également engagées. En Espagne, les nationalistes, de plus en plus soutenus par l'Allemagne et l'Italie, avaient ouvert 2 fronts. Au nord, ils nettoyèrent les enclaves de la côte nord-ouest. Pendant ce temps, Franco avançait en direction du nord, vers Madrid. À la fin de 1936, Madrid était encerclée de 3 côtés et pratiquement en état de siège. Le gouvernement républicain s'était retiré à Valence. L'Allemagne et l'Italie avaient officiellement reconnu Franco comme le nouveau chef d'État. Mussolini, frais conquérant de l'Abyssinie, voulait faire la démonstration des prouesses militaires italiennes dans l'objectif de positionner son pays comme une puissance majeure. Il envoya de très nombreux soldats et plus de 700 avions pour se battre aux côtés de la Légion Condor allemande. Hitler voyait dans ce conflit un laboratoire d'essais d'armement et plus particulièrement pour la force blindée qu'il était en train de développer, ainsi que pour la Luftwaffe et ses modèles les plus récents comme le chasseur Messerschmitt 10 et le bombardier en piqué Ju-87, le célèbre Stuka. Et ce qui survint alors allait bouleverser le monde. Le tragique bombardement aérien de la petite ville basque de Guernica en avril 1937. L'intérêt de Staline pour l'Espagne était plus flou. Il eût été plus logique pour lui de soutenir le gouvernement de gauche, mais Staline s'inquiétait surtout de l'émergence du fascisme en Italie et du nazisme en Allemagne. Il espérait que les démocraties occidentales pourraient l'aider à les contenir et ne voulait pas brusquer les choses. Il laissait donc la guerre civile espagnole mobiliser les forces allemandes et italiennes et continua de son côté à mettre sur pied sa propre armée.
Les Russes déployèrent quand même quelques 700 chars et 1500 avions. Hitler, lui, de son côté, avait désormais construit son armée et l'avait amenée à un tel point de puissance qu'ils se sentaient prêts à faire la démonstration de la force allemande et à commencer à terroriser ses victimes pour les soumettre. Un monde qui se voulait aveuglément en paix découvrit une armée impressionnante qui semblait surgir de nulle part. Une puissance contrôlée par Hitler, un homme sans considération pour les traités internationaux et qui avait promis à son peuple un troisième Reich devant durer 1000 ans. Hitler. Deutscher Jugend, alljährlich. Jeunesse allemande, je vous accueille ici pour la journée de la fête du Reich, la réunion d'une foule de millions d'entre nous, jeunes hommes et jeunes femmes, pour l'Empire allemand. Le temps s'écoule et les générations se succèdent, quelquefois sans le plaisir de connaître de grands bouleversements dans leur destinée ou sans être capables d'en faire partie. Notre génération a choisi de travailler à la grandeur de notre nation afin qu'elle devienne plus forte encore. Vous participez à un mouvement qui fera date dans l'histoire, un mouvement qui se perpétuera dans les siècles à venir. Vous êtes vous-même les soldats de cette grande Allemagne. Notre tâche n'aura pas de fin. Wie immer sind wir nicht erzogen in den alten Generationen, sondern es wird erzogen immer und immer. Wenn nicht einmal die Vorsehung von meinem Volk wegnehmen wird, des générations anciennes se sont soulevées et nous devons à notre tour nous soulever encore et toujours. ein Volk hinterlassen, das eisern fest zusammengefüllt und zusammengeschlossen ist. Lorsque ma vision deviendra une réalité pour mon pays, je transmettrai au prochain Führer un pays capable de combattre avec une puissance et une volonté de fer. Et vous, jeunes garçons et filles, êtes les meilleurs pour construire cette Allemagne et lui donner confiance. C'est à vous de le faire. Incrédule, le monde découvrit la puissance de cette armée. La formidable Luftwaffe était peut-être la plus inquiétante. Et cette armée n'allait pas tarder à passer à l'action. En 1935, les troupes d'Hitler reprirent la Sarre, ramenant cette province dans le giron allemand. Ce fut la première des conquêtes territoriales menées par Hitler. D'autres allaient suivre. Les troupes italiennes et allemandes combattaient en Espagne.
Le général Franco, qui menait sa rébellion contre le gouvernement républicain, avait réclamé l'aide des Allemands et des Italiens et l'avait obtenue. Le gouvernement en place avait reçu l'aide des Russes. Mais les démocraties préférèrent ne pas intervenir. L'Espagne fut pour Hitler et Mussolini l'opportunité d'une répétition de guerre à plus grande échelle, une chance de tester leurs nouvelles armes et les tactiques à adopter. Les Espagnols, hommes, femmes, enfants, furent leurs cobayes. Ce fut une guerre longue et meurtrière qui dura jusqu'en 1939. En mars 1938, sans aucun avertissement, les armées allemandes franchirent les frontières autrichiennes. Ce n'était qu'un test d'invasion et Hitler goûta à son triomphe à Vienne. Le nom même de l'Autriche fut rayé de la carte. Hitler avait pourtant fait cette promesse devant le monde entier. La rumeur qui prête au Reich l'intention de se rendre maître de l'Autriche est absurde. De son côté, le Kaiser avait déclaré « Qui veut conquérir l'Europe doit en premier conquérir les bastions de Bohême ». Et la Bohême faisait désormais partie de la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie était forte et disposait d'une bonne armée bien équipée. Elle possédait, entre autres, l'une des meilleures usines d'armement au monde, l'usine Skoda que Hitler souhaitait ardemment s'approprier. Mais le président Hácha était incorruptible. Il avait une alliance militaire avec la France, et la France avait des accords militaires avec la Grande-Bretagne. Hitler devait avancer ses pions avec prudence et trouver une bonne excuse pour s'emparer de la Tchécoslovaquie par petits morceaux. Il trouva ce prétexte dans les Sudètes, la partie de la Tchécoslovaquie qui bordait la frontière allemande. La population des Sudètes était composée de citoyens d'origine allemande, bien que n'ayant jamais fait partie de l'Allemagne elle-même. Ce fut l'alibi d'Hitler. Konrad Heinlein était leur chef. Les habitants des Sudètes apprirent par Heinlein qu'ils devaient être libérés et que leur libérateur serait Hitler. Les nazis leur fournirent discrètement de l'équipement. Et lorsque les Tchèques se levèrent prêts à combattre, Hitler protesta, prétendant que les Allemands étaient persécutés et menaça de déclencher une guerre si on ne lui confiait pas les Sudètes. Hitler voulait intégrer au Reich tous les peuples parlant allemand. Certains, en Angleterre, en France et aux États-Unis, ont jugé que cette prétention n'était pas injustifiée. Hitler exigea que la Tchécoslovaquie abandonne les Sudètes. La France était liée par un traité datant du vieil empire autrichien. La France et l'Union soviétique étaient liées également par un pacte de défense mutuelle. La destinée de la Grande-Bretagne était liée à celle de la France. Donc Hitler, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain, Mussolini et le Premier ministre français Édouard Daladier se réunirent à Munich. Il en résulta un pacte signé par Hitler assurant au monde que si on lui donnait les Sudètes, il n'aurait plus aucune autre revendication territoriale. L'Europe poussa un soupir de soulagement. Tous les peuples jubilaient. Ils voulaient ardemment la paix. En Tchécoslovaquie, les accords de Munich furent accueillis par des émeutes. Mais Daladier revint en France salué par les vivas des Français rassurés. La Grande-Bretagne fêta avec le même enthousiasme le retour de Chamberlain qui déclara qu'il avait offert la paix pour un long temps. Un des plus ironiques mais tragiques épisodes de toute l'histoire. Ce matin, j'ai à nouveau discuté avec le chancelier allemand, M. Hitler, et ce papier porte sa signature au-dessus de la mienne. Nous sommes tombés d'accord la nuit dernière sur un accord naval germano-britannique comme symbole du désir de nos deux peuples de ne plus connaître la guerre. En réalité, la paix s'éloignait. Hitler entra dans les Sudètes le 1er octobre 1938. Les Allemands applaudirent.
Hitler était l'homme miraculeux qu'ils attendaient. Un homme dont les conquêtes avaient été faites avec des mots. Une nouvelle sorte de guerre. Une guerre presque joyeuse, avec des orchestres, des fleurs et des parades. Une guerre souriante, une guerre tranquille. Pas un seul coup de feu tiré, aucun homme, aucune femme, aucun enfant blessé. La guerre semblait panser le peuple allemand, c'était comme des vacances. Hitler déclara devant le peuple qu'il était satisfait. Il ne voulait aucun autre territoire et garantissait l'intégrité du reste de la République tchécoslovaque. Il était temps pour lui de faire une pause. Pendant ce temps, les événements en Extrême-Orient allaient virer au drame. Des navires britanniques et américains avaient été attaqués. Les forces occidentales n'avaient pas répliqué, n'étaient pas intervenues. La plus célèbre de ces attaques avait entraîné la perte de la canonnière USS Pawnee le 12 décembre 1937. Le président Roosevelt déplora particulièrement les 50 blessés et les 2 morts et proposa un blocus du Japon. Mais les Britanniques redoutaient de déclencher par cette action un conflit. Et les Japonais présentèrent leurs excuses. Chiang Kai-shek fut abandonné à lui-même dans son combat contre les Japonais. Il conclut un pacte de non-agression avec la Russie, ce qui eut pour conséquence de mettre de son côté les communistes de Mao Tse-tung. Mais les Japonais continuaient d'avancer. À l'automne 1938, ils avaient conquis Canton et progressaient vers l'ouest et l'intérieur de la Chine. Chiang Kai-shek fut contraint de transférer le siège de son gouvernement à Chongqing, à l'intérieur du pays. La Grande-Bretagne et la France se contentèrent d'envoyer des lettres de protestation à Tokyo. Chiang Kai-shek faisait face à une agression qui finit par interpeller les États-Unis. Le président Roosevelt lui consentit un prêt de 25 millions de dollars pour l'encourager à poursuivre la lutte. Mais à part un peu d'argent américain, les Chinois n'avaient reçu que quelques messages de sympathie des démocraties occidentales. La vérité était que les événements se précipitaient à leurs propres frontières, les éloignant des souffrances du peuple chinois. Moins de 6 mois après avoir nié vouloir conquérir d'autres territoires, Hitler viola les accords de Munich. Il finit par s'emparer de toute la Tchécoslovaquie, alors qu'il avait clairement promis « Je n'ai aucune revendication concernant la Tchécoslovaquie ». L'Autriche et la Tchécoslovaquie étaient tombées sans un seul combat. Hitler, en réalité, était sur le point de s'emparer de l'Est de l'Europe. Son objectif suivant était la Pologne. Le 28 octobre 1938, Hitler demanda aux Polonais de restituer le port de Kansk à l'Allemagne et exigea le droit de construire une route et une voie ferrée pour relier le corridor polonais et l'Est de la Prusse. Les Polonais refusèrent. Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxembourg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien. En mars 1939, il réitéra sa demande et encore une fois, elle fut rejetée. À la fin du mois, la tension atteint son paroxysme, la France et la Grande-Bretagne ayant déclaré qu'ils se rangeaient aux côtés de la Pologne. En avril, Hitler dénonça le pacte de non-agression signé en 1934 avec la Pologne et réitéra de nouveau ses exigences pour Gdansk. En mai, Hitler et Mussolini signèrent le pacte d'acier qui leur garantissait un soutien mutuel en cas de guerre future. Il ne manquait plus qu'une étincelle. Le signataire des accords de Munich avait enfin compris que les temps à venir ne seraient pas ceux de la paix. Chamberlain déclara « Si une tentative devait avoir lieu pour changer cette situation par la force et d'une manière qui menacerait l'indépendance de la Pologne,
Elle serait inévitablement le début d'une conflagration générale dans laquelle notre pays serait impliqué. Après son succès à Munich, Hitler était persuadé que la France et la Grande-Bretagne n'engageraient pas les hostilités. En août 1939, un coup sévère fut porté aux espoirs de la Grande-Bretagne et de la France. Des émissaires des deux puissances européennes étaient arrivés un peu plus tôt à Moscou en vue d'entretiens avec le gouvernement soviétique. Les représentants allemands étaient également présents. Le 21 août 1939, le monde fut surpris par l'annonce d'un traité entre les Russes et les Allemands, dans lequel ils s'engageaient réciproquement à ne pas s'affronter. Ces ennemis évidents offraient l'apparence d'une amitié sincère. C'était trop beau pour être vrai. Et ça ne l'était pas. Les Allemands espéraient entretenir les Soviétiques dans un sentiment de sécurité trompeur, et de leur côté, les Russes avaient besoin de se préparer aux combats à venir. Ils avaient lu, eux aussi, Mein Kampf, le livre d'Hitler, et ils savaient que le chancelier allemand convoitait les riches terres russes. Confiants dans le fait d'avoir berné l'Union soviétique et que les démocraties occidentales ne bougeraient pas, les nazis tinrent bon dans leur démarche visant à regrouper tous les peuples de sang germanique. Des éléments subversifs s'étaient infiltrés dans la région de Dansk et couraient la campagne en semant la terreur pour affaiblir la population. Le peuple polonais refusa de céder. La machine de propagande nazie se mit en marche et Hitler les avertit de se préparer à la guerre. La Pologne ne céda pas, la Grande-Bretagne tint bon, la France aussi, et le monde retint son souffle. Car bien que les Français et les Anglais soient garants de la sécurité de la Pologne, tout le monde savait que, géographiquement, ils en étaient éloignés. Pendant les 2 dernières semaines d'août, l'armée allemande massa 70 divisions le long de la frontière polonaise. Des milliers de soldats se tenaient prêts. Cette armée, que les Allemands avaient recréée secrètement, allait assouvir les ambitions d'Hitler et participer à l'avènement d'un 3e Reich millénaire. En face d'eux, les Polonais alignaient 30 divisions, surtout de cavalerie. En Asie, les combats qui avaient commencé en Mandchourie s'étaient maintenant étendus à toute la Chine. Les affrontements se poursuivaient en Éthiopie et en Espagne, et bientôt le monde entier allait basculer dans la guerre. La décision d'Hitler était prise. Il allait être l'agresseur. Sa stratégie était simple. En premier lieu, choisir la victime qui disposait d'une armée vétuste de seulement quelques avions, de peu de chars. Une armée qui comptait plus sur son courage que sur son matériel. À l'aube du 1er septembre, sans avertissement, la Wehrmacht franchit les frontières de la Pologne. Ensuite, ce fut l'envoi des bombardiers de la Luftwaffe. L'invasion n'avait pas commencé depuis 30 minutes que les avions de la Luftwaffe survolaient la Pologne, attaquaient les aérodromes avec pour objectif de détruire l'aviation polonaise au sol.
Les avions qui réussirent à décoller durent affronter un adversaire implacable et la plupart furent abattus. Hitler venait d'inaugurer sa tactique la plus efficace, baptisée Blitzkrieg, qui signifie la guerre éclair. La force aérienne polonaise fut détruite rapidement. Ceux qui avaient décollé avaient été descendus. Ensuite vinrent les bombardiers, vague après vague. Ils frappèrent les voies ferrées, bloquant les renforts en hommes et en matériel de l'armée polonaise, dont les forces étaient désormais isolées. Les unités au sol de l'armée allemande continuaient leur progression. Parfois, elles utilisaient une nouvelle technique ou un nouvel équipement. Par exemple, des unités de la 4e armée allemande traversèrent la Vistule sur un nouveau type de bateau. Les Polonais, dépassés et sans espoir, résistèrent avec une bravoure incroyable. Héroïques, ils montrèrent au monde entier, incrédule, que le peuple de Varsovie, conduit par le maire Straczynski, défiait Hitler avec son seul courage comme arme principale. Stoppée par la résistance désespérée de la ville, la Wehrmacht mit sa puissante artillerie en action. Ses canons soumirent la ville à un bombardement d'une incroyable violence. Les tirs se concentrèrent sur les quartiers les plus peuplés. Pendant 20 jours, chaque homme, chaque femme et chaque enfant combattit pour sa ville au cœur de l'horreur. Mais sans nourriture, sans eau, la résistance humaine a ses limites. Le 27 septembre, la capitale polonaise fut contrainte à la reddition.
Le port de Gdansk subit les tirs du cuirassé allemand, le Schleswig-Holstein. Ses fortifications furent détruites et ses canons réduits au silence. Les Polonais qui tenaient toujours le port refusèrent de se rendre. Même sous les tirs directs à moins de 800 mètres de distance. Cette démonstration de courage des Polonais allait faire date dans l'histoire. Mais militairement, ils ne pouvaient plus suivre. Le 1er octobre, la garnison hissait le drapeau blanc. Sous la botte des nazis, l'avenir de la Pologne allait être désespérément sombre. Les prisonniers de guerre furent conduits à pied vers les camps et souvent exterminés. La théorie nazie de la race suprême avait pour corollaire l'élimination des races prétendument inférieures. Dans les villages, les Polonais loyaux étaient dénoncés par d'autres Polonais. C'est une période qu'il ne risque pas d'oublier. Le monde comprenait maintenant que le pacte de non-agression avec Hitler était le baiser de la mort. La Pologne était prise en tenaille sur ses deux flancs. En effet, durant les derniers jours de la campagne allemande, l'armée russe avait attaqué l'est du pays et s'était emparée de points stratégiques le long de la rivière Bug. Les deux armées les plus puissantes d'Europe se faisaient face désormais. Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne. La suite fait désormais partie de l'histoire du XXe siècle. And for the sake of peace, we put up with a lot of things. Nous avons tenté encore et encore d'empêcher cette guerre. Et au nom de la paix, nous avons dû composer avec des événements qui n'avaient pas lieu d'être. Mais maintenant, nous sommes en guerre. Et nous allons faire cette guerre. Nous allons nous investir dans ce conflit jusqu'à ce que l'autre camp n'en puisse plus. Nous avons eu la chance de disposer de 10 semaines pour nous mettre en ordre de combat. Nous sommes donc dans une position bien différente de celle où nous nous trouvions auparavant. Nous sommes bien plus forts et bien mieux préparés à affronter Hitler et ses hordes que nous ne l'étions au début du mois de septembre. Nous montons en puissance et nous améliorons notre entraînement chaque jour. Je ne vais pas jouer les prophètes, mais je vous dis que sa folie meurtrière va conduire M. Hitler à commettre des crimes atroces. Je peux aussi vous dire, sans hésiter, que le sort de la Hollande, de la Belgique, tout comme celui de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de l'Autriche, est lié à celui de l'Empire britannique et de la République française. Si nous sommes battus et réduits à l'esclavage, les États-Unis resteront seuls pour protéger les droits de l'homme. Si nous gagnons, toutes ces vieilles nations seront sauvées et pourront recouvrer la vie et la liberté. Cela marquerait la fin d'une dramatique domination et préparerait le chemin vers une solidarité entre tous les hommes, de tous les pays, même les plus improbables, car nous aurons marché ensemble sous le feu.